Bienvenue dans 3 fois rien zeste d'essentiel, un podcast poétique et minimaliste qui vous conduit avec douceur au cœur de votre joie. Inspiré par l'esprit du haïku, chaque épisode est une pastille sonore pour ralentir, ressentir et s'émerveiller. Je suis Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. À suivre, un épisode de la série Zestful. Chaque mois, dans cet espace dédié à l'émerveillement comme ressource vivante, je cueille un témoignage vibrant. Ainsi, une autre voix s'invite pour faire danser ce souffle qui ravive les couleurs du quotidien. Bonjour à vous qui écoutez pour ressentir et non pour remplir. Aujourd'hui, je suis ravie de partager mon micro avec Camille Conrad-Rasner, que je vous présente en 3 phrases. Camille est une jeune artiste basée dans le massif du Jura, qui a trouvé dès l'enfance, dans la neige et la glisse, un territoire d'émerveillement et d'appartenance. Depuis, elle avance dans le monde comme on avance en télémarque, en équilibre, en dialogue avec les éléments, entre itinérance nordique, résidence d'artiste et travail dans son atelier refuge. Son œuvre profondément ancrée dans le vivant invite à regarder autrement nos montagnes qui fondent et à retisser des ponts entre les arts, les territoires, les sciences de terrain et l'humanité. Pour l'introduire poétiquement, je vous partage ce haïku dans lequel son prénom se glisse en filigrane. Avec sa pulka, mi-yéti, mi-artisane, danse avec la neige. Une petite précision sur la pulka, qui est un traîneau de transport qui remplace le sac à dos quand Camille part en randonnée à ski. Bonjour Camille, bienvenue sur ce podcast. Bonjour Sylvie et bonjour à toutes et à tous. Ravie d'enregistrer cet épisode avec toi. Je suis heureuse moi aussi que tu aies accepté mon invitation. Tu vis et tu crées dans le Haut-Doubs, entre neige, vent et lumière. Peux-tu nous raconter le dernier instant où tu t'es arrêtée, simplement parce que l'émerveillement t'a saisi ? Oui, la dernière fois où quelque chose m'a émerveillée, c'est lors d'une randonnée en forêt dans le Haut-Jura, en observant les épicéas attaqués par les scolytes. Ça m'a d'abord fait mal au cœur, mais en regardant plus attentivement, j'ai été frappée par la présence des lichens sur les branches qui étaient au sol. Je trouve que c'est un magnifique exemple de résilience et de collaboration, donc entre une algue et un champignon. Le lichen est une espèce ancestrale et tellement résiliente. Elle peut résister à des températures extrêmes et être comme réanimée lorsqu'elle est réhumidifiée. Je trouve ça vraiment très inspirant. Tu m'as partagé que la montagne t'a accueillie très tôt, presque comme une maison. Qu'est-ce qui, petite, te faisait sentir cette appartenance ? Et comment cet émerveillement d'enfant continue-t-il de nourrir ton regard aujourd'hui ? Alors oui, quand je suis arrivée dans le massif jurassien, du côté de Métabier, donc dans le Haut-Doubs, quand j'étais enfant, ça a été comme une grande reconnexion. Le sentiment d'être de retour à la maison, comme un appel du cœur en fait, un peu du genre « c'est ici que tu dois être » et œuvrer. Ça a vraiment été très fort et presque viscéral. Alors j'ai déménagé ici. J'ai l'impression d'avoir tellement reçu en arrivant ici, que ce soit parce que m'ont transmis les humains, mais aussi les êtres non humains, les éléments et les présences de la nature. Il y a dans ces montagnes quelque chose de particulier, probablement aussi dû au relief, des paysages de crêtes, de combes, de tourbières et de forêts, avec un climat parfois polaire aussi, comme si tout ça réveillait en moi des mémoires très anciennes. Ça me fait aussi un petit peu ça quand je pars en itinérance en Scandinavie, comme en Islande ou en Norvège par exemple, tu vois. Que ce soit à ski, à pied ou encore à vélo, j'ai toujours aimé explorer et me perdre dans ces lieux, et je continue de le faire aujourd'hui avec la même joie d'enfant. Tu sais, quand j'étais petite, je disais que je voulais devenir artiste, exploratrice polaire, et ça ne m'a jamais vraiment quittée finalement. Cette sensation d'être de retour à la maison,
de répondre à un appel presque viscéral. Tu la retrouves dans ta pratique à ski, non ? Le télémark semble être pour toi plus qu'un sport ou un moyen de te déplacer à travers la montagne. Qu'est-ce que ce mouvement t'apprend sur la relation entre le corps et le paysage ? Comment la glisse devient-elle un geste d'émerveillement ? En télémark, on s'agenouille littéralement face à la montagne, au sens propre comme au figuré, avec ce qu'on appelle un mouvement de génuflexion. C'est une pratique qui rend humble, car très exigeante physiquement et techniquement, et on n'a jamais vraiment fini d'apprendre en télémark. C'est aussi un peu le ski des origines, l'ancêtre du ski alpin qu'on connaît aujourd'hui, un sport nordique qui se pratique talons libres. Né dans le comté de Telemark en Norvège, c'est aussi ce sport qui m'a ouverte à la Scandinavie et au territoire nordique. Je crois que l'exigence de ce sport, c'est aussi ce qui en fait la beauté. Ça amène à une forme de transcendance en fait. Le fait d'être plus proche du sol qu'en ski alpin, ça donne un petit peu la sensation de fusionner avec la terre, de faire corps avec la neige. Pour moi, le sport et le rapport au sacré, au divin, ont toujours été reliés. C'est pas pour rien si le credo des télémarqueurs, c'est talons libres, esprit libre. Et je pense que la glisse est aussi une forme d'exploration, donc de soi et du relief, qui mène naturellement à l'émerveillement. Tu n'es pas la première sur ce podcast à montrer le lien entre exploration et émerveillement. Il y a quelques mois, Alexandre Leroux nous partageait sa posture d'explorateur du quotidien. Pour creuser cette idée que s'émerveiller n'est pas le fruit du hasard, qu'est-ce qui pour toi rend un être disponible à l'émerveillement ? Et comment cultives-tu cette posture dans ta vie d'artiste ? Pour être disponible à l'émerveillement, je pense que ça passe d'abord par l'expérience sensible. Être connecté à son corps et à ses ressentis, c'est quelque chose de primordial. Pour moi, créer, c'est avant tout une manière de retransmettre tout ce que je perçois et ce que je reçois quand je suis dans la nature. En ce moment, je suis particulièrement connectée au peuple minéral et aux glaciers. Et puis, au niveau de la posture, je vois souvent le quotidien d'artiste comme celui d'un sportif, voire d'un athlète. Ça demande une discipline pour maintenir une énergie haute, comme bien s'alimenter, rester en mouvement, prendre le temps de récupérer, bien dormir, respirer, etc. Et quand je me sens fatiguée, drainée par un long séjour en ville par exemple, j'ai l'impression que ma capacité à m'émerveiller est un peu endormie. J'ai aussi moins d'énergie pour dessiner, pour peindre ou pour graver. Je pense que c'est parce que mon corps cherche d'abord à se régénérer, et notamment au contact du vivant. En tant qu'artiste, je nous vois comme des passeurs. Le corps est un peu comme un canal, alors il faut vraiment en prendre soin pour continuer à créer. Et puis il y a aussi ce que j'appellerais l'esprit d'aventure. La curiosité qui nous pousse à rester en éveil et à explorer des terrains inconnus, peu importe le domaine finalement. Tu dis vouloir, je te cite, prendre soin de l'émerveillement et ne pas t'endormir dans le confort. Comment concrètement entretiens-tu cette vigilance ? Y a-t-il un geste, une pratique, une attention quotidienne qui te permet de garder l'émerveillement vivant ? Oui, comme je le disais, l'émerveillement est pour moi un premier rapport au sacré et au sensible. Ça donne une texture particulière à la vie, tu vois. Et une belle voie d'accès au sensible est de me lever le matin et d'aller marcher ou courir en montagne. D'observer les changements de lumière, de saison, se relier au grand cycle du vivant. Mais pour celles et ceux qui vivent en ville, c'est clairement possible aussi. À chacun sa recette secrète, je dirais. L'important est surtout de prêter une attention fine à tout ce qui nous entoure. Comme si on voyait tout ça pour la première fois, en fait. Donc oui, pour moi, l'émerveillement passe beaucoup par le mouvement du corps, l'exploration sensible et l'observation de notre environnement proche. Dans ta newsletter, tu partages une citation. Le premier pas vers l'action, c'est l'émerveillement. Cette phrase de Baba Dioum semble résonner profondément avec ton parcours. Comment l'émerveillement devient-il, pour toi, un acte ? Alors oui, ça c'est une très bonne question. Eh bien, je dirais que pour moi, l'émerveillement devient un acte dès lors qu'il est conscient.
presque comme un choix finalement. Parfois, c'est vrai que la magie de la vie fait qu'il survient sans prévenir. C'est ce qu'on pourrait appeler des moments de grâce. Mais la plupart du temps, je pense que c'est aussi une posture consciente à adopter. C'est un peu comme des lunettes qu'on choisit de porter ou non pour interagir avec le monde. En tant qu'artiste, dans un monde qui semble s'effondrer, c'est vraiment choisir de réapprendre à voir, à marcher et à surfer au milieu du chaos. L'émerveillement est intrinsèquement lié à l'espoir. Aussi, je fais partie d'une association qui s'appelle Ice Art Hope et qui vise à créer des ponts entre l'art et les sciences de terrain en milieux arctiques. On a souvent une image de l'artiste assez solitaire, mais en réalité, je pense qu'on ne peut vraiment pas accomplir grand-chose en étant vraiment seul. Aujourd'hui, plus que jamais, les actions passent par la collaboration, le fait de s'entourer pour œuvrer ensemble, à l'image de ce lichen dont je parlais au début. Merci Camille pour ces partages authentiques. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée et je vous souhaite à toutes et à tous une belle vie, remplie de joie et de magie. Camille Conrad-Rassner nous rappelle que l'émerveillement, s'il peut arriver par surprise pour nous cueillir, peut aussi se cultiver, principalement par l'attention, par le corps, par un regard constamment neuf et conscient porté envers tout ce qui nous entoure. Je suis tellement d'accord avec elle. L'attention est un premier pas vers la conscience qui nous mène vers la présence, c'est-à-dire être, ici et maintenant. Aujourd'hui, je pressens que vivre dans l'instant présent est la recette la plus sûre pour s'émerveiller au quotidien. C'est un défi, mais je suis joueuse. Alors j'expérimente et je vous souhaite d'en faire autant. Par ailleurs, en tant que praticienne au sein de l'Institut Choix et Conscience, ça me touche que Camille note que mettre de la conscience, comme faire un choix, comme s'émerveiller, eh bien tout cela motive l'action. Or ce sont précisément ces ingrédients-là que je rends disponibles lors des sessions du stage Inflorescence. Un cocon dédié à celles qui ont besoin de souffler, qui veulent apprivoiser leur créativité et apprendre à se choisir. Le lien d'information se trouve dans la description de l'épisode avec tous les liens vers le travail de Camille, notamment son exposition Nordicité qui débute dans quelques jours. Pour ma part, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle pastille. Créativement vôtre. Merci d'avoir écouté 3 fois rien, zeste d'essentiel. La musique à la lyre qui ouvre et referme chaque épisode a été composée par ma sœur Natacha. Un grand merci à elle pour cette offrande sonore. Si ce podcast vous touche, pensez à le noter, à vous abonner ou à le partager. Vous contribuerez ainsi à faire rayonner l'émerveillement. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site www.sylvielevert.fr pour prolonger le voyage. Une autre ressource douce à tester si les yo-yo émotionnels, les ruminations ou les réactions disproportionnées vous gâchent un peu trop souvent la vie. La Rescue Box de l'Orcusa. Une boîte à outils prête à l'emploi, puis personnalisable pour désamorcer en quelques minutes les tempêtes émotionnelles. Le lien affilié se trouve en description. C'était Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Au plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle pastille.